Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Alors ce soir, une fois de plus, nous parlons de l'occulte de la méditation face à une pandémie. Et je vais laisser le soin au professeur Emmanuel Lipote qui m'accompagne et qui est d'ailleurs le concepteur de l'émission, de nous donner les différents angles que nous allons aborder ce soir. Bonsoir professeur. Bonsoir Laurent-Gat. Nous allons parler de la mystique de la médecine traditionnelle à l'ère d'une pandémie. Parce que là, nous allons essayer de voir quel apport la médecine traditionnelle, qui est mondiale, pas seulement africaine, a pu par rapport à cette pandémie, surtout pour nous, les Africains. Comme vous le saviez, nous allons passer 90 minutes ensemble. Bien sûr, c'est avec votre chronique qui va se faire en deux parties. Vous aurez la réflexion de ce soir. Vous avez également la possibilité de participer à votre émission en nous envoyant des messages via le numéro qui va s'afficher sur le bas de votre petit écran. Alors, si vous êtes déjà bien installé, le train va quitter la gare et le prochain arrêt, c'est la première partie de la chronique de ce soir. Alors j'étais en train de vous dire tout à l'heure que nous allons passer 90 minutes ensemble avec la chronique qui va se faire en deux parties. En première partie, vous auriez la mystique de la médecine traditionnelle à l'ère d'une pandémie. Et en seconde partie, nous allons nous attarder une fois de plus sur la méditation, la pandémie et les lois de la nature. Vous auriez également une réflexion que nous allons vous proposer. Nous avons pris le soin de sélectionner une des meilleures pour vous. Et ensuite, vous avez également la possibilité de participer à votre émission en nous envoyant des SMS via le numéro qui va s'afficher sur le bas de votre petit écran. Surtout, vous ne pouvez pas nous joindre à l'antenne parce que l'émission est en direct, uniquement les SMS. Alors on va lancer, bien sûr, avec la permission de la technique, on va lancer la première partie de la chronique de ce soir. L'occulte de la méditation face à une pandémie, 31e édition. La mystique de la médecine traditionnelle à l'heure d'une pandémie. Voici que la médecine traditionnelle se voit obligée de dire merci au coronavirus pour l'avoir permis de redorer son blason. Cette médecine qui vient de Dieu est allée jusqu'à rappeler au prélat qui ne sert à rien de prier, mais d'être intelligent, à reconnaître que Dieu c'est la vie et que la vie en nous est le produit d'une connivence qui existe entre les lois de la nature et l'essence divine en nous. Nous pouvons dire sans risque de nous tromper que c'est grâce à la nature que la vie se perpétue en chacun de nous jusqu'à une certaine période plus ou moins longue. Alors, si nous ne respectons pas les lois de la nature, la vie ne nous sera jamais préservée car nous serons exposés à des maladies, des épidémies et même des pandémies. Parler de la métaphysique dans le cadre d'une pandémie n'est qu'un rappel à l'autre vis-à-vis de la responsabilité de tout un chacun à veiller sur sa vie, scientifique ou simplement une personne lambda. Car nul ne doit ignorer que le monde dans lequel nous vivons cache des phénomènes mystérieux. Tant que ceux-ci resteront inconnus, et parce que la haute classe des personnes de notre société refute l'existence de ces phénomènes et passent leur temps à vouloir palper l'inconnu en utilisant des outils à travers des laboratoires extraordinaires, cependant inappropriés au subtil, le mystère ne nous quittera jamais. Nous devons savoir que malgré l'évolution de la dite science médicale, tant que celle-ci ne cherche pas à comprendre comment fonctionnent les forces occultes en nous, soit parce qu'elle nie leur existence, soit qu'elle ne trouve aucune importance de les prendre en compte pour les associer à leurs recherches, nous devons admettre que le monde puisse souffrir continuellement de siècle en siècle, jusqu'à ce que l'ère de la renaissance de notre planète puisse sonner. Autrement dit, le fait de demeurer à jamais ignorant de la haute connaissance, celle qui nous permet de nous approprier d'un certain nombre de mystères de la vie, cela nous plonge dans l'abîme de la survie et pas plus. Car
nos genres de sciences, outre celle de la branche de la médecine, qui croit avoir maîtrisé les infections de tout genre, sans pour autant maîtriser véritablement les modes de contamination, celles-ci ne nous garantissent qu'une simple survie et non la vie elle-même. Toutefois, nous devons retenir que la vie, à proprement parlant, trouve sa réponse dans le sens de la donne occulte. Il serait à cet effet inutile de chercher à mener un combat contre les cellules qui peuplent notre univers interne tant que nous ne savons pas assez de choses par rapport à ce monde inconnu. N'oublions pas que nos universités ne nous parlent pas de ce monde. Admettons que notre savoir est limité. C'est même pour cela que tout ce qui touche le subtil embête énormément nos amis universitaires. Il va sans dire qu'il y a parmi eux des courageux, des personnes qui, soit par intuition, soit des biologistes de formation, finissent par mettre leur savoir dans les plans médicinaux. De cette liste, nous ne saurions omettre des pasteurs, prêtres et autres personnes de milieux religieux qui s'y mettent aussi, alors que depuis longtemps en Afrique, l'utilisation des plantes était diabolisée par les églises. On aurait dû dire au culte de la médecine traditionnelle à l'heure d'une pandémie. Cela allait élucider le mystère de cette médecine qui accompagne l'homme depuis des millénaires. Elle revêt un mystère outre une énigme qui serait la bête noire des chercheurs en médecine classique. Cette énigme qui se cache derrière le voile de la vie des cellules, qui est cette énergie qui ne donne pas de chance aux chercheurs du domaine de la médecine classique. Il faut souligner que leurs travaux n'atteignent pas le cœur de la cellule, car elle se limite au niveau du noyau, agissant plus sur l'ADN ou l'ARN. Eh bien, métaphysiquement parlant, nous y reviendrons. Alors, professeur, ce soir, vous parlez de l'occulte de la médecine, la mystique, autant pour moi de la médecine traditionnelle à l'ère d'une pandémie. J'aimerais bien que vous nous expliquiez la relation que vous faites entre le monde inconnu, alors l'occulte, et la médecine traditionnelle. Alors, il y a une très bonne relation. D'ailleurs, c'est pour cette raison que cette médecine est combattue. La bonne relation, c'est laquelle? C'est que la médecine traditionnelle vient directement de Dieu. Et que la médecine classique, celle qui se pratique dans les hôpitaux, c'est une préfabrication qui part du formatage du cerveau des hommes et qui a pour but essentiel de générer les revenus. Parce que lorsqu'on suit les reportages qui se font dans des centres comme celui de Marseille, le centre d'infectiologie, on constate que tous les travaux se font pour le brevet. Et le brevet veut dire pour gagner de l'argent. On ne fait pas les travaux pour soigner les gens, pour les mettre à l'abri des problèmes de santé, c'est-à-dire les problèmes qu'ils ont vis-à-vis de leur santé. Alors donc la médecine traditionnelle, c'est une médecine universelle. Elle n'est pas une médecine qui appartient à un peuple, à un quelconque peuple, ne fût-ce que les Africains. Elle est universelle, c'est-à-dire on la trouve partout. On peut l'outiller, c'est-à-dire essayer de faire comme les Chinois, ils ont essayé d'outiller leur médecine traditionnelle en utilisant dans l'acupuncture des instruments, des aiguilles. On peut aussi l'outiller comme ça se modernise aujourd'hui avec la naturopathie qui a intégré des équipements, ça de la médecine alternative, tels que le fécurlian, c'est-à-dire un équipement qui permet de lire de prévenir, de se prévenir et de lire sa vitalité bien avant, c'est-à-dire le taux de vitalité pouvant être affecté. Alors avec le fécurlian, on peut arriver à savoir que je suis en train de plomber, malgré que vous ne dégagez pas de symptômes quelque part, même pas de grandes fatigues. Alors donc, la médecine traditionnelle devrait être la médecine qui devrait aider l'humanité.
si elle était enseignée dans les écoles, expressément, comme on le fait avec la médecine artificielle qui passe par des industriels qui ne sont pas des médecins, qui n'ont rien à voir avec la médecine, mais qui, comment on peut dire, qui colonisent le monde médical en les imposant des outils qui sont tels que dans les universités, on parle de l'obligation de moyens, non de résultats. Et les moyens étant quoi? Étant que quand il y a une pandémie, il faut qu'on ait à la disposition à sa disposition, lorsqu'on est thérapeute, qu'on ait les moyens pour pouvoir s'attaquer au virus. Parce que ce n'est pas les moyens pour guérir quelqu'un en tant que tel, mais s'attaquer parce que c'est des va-en-guerre. Donc ces moyens doivent venir d'où? Ne vient pas du système médical en tant que tel, mais vient du système industriel, c'est-à-dire des mécanismes mis en place pour pouvoir coloniser un certain marché créé par ces systèmes. Alors qu'en médecine traditionnelle, on n'a pas besoin d'avoir un marché. On a besoin de voler au secours l'humanité, c'est-à-dire des personnes qui viennent vers des thérapeutes du genre médecin traditionnel. Si le médecin traditionnel l'est de par la règle de l'art, il sait d'emblée que la lecture de la défaillance de la vitalité du malade, c'est-à-dire la dégradation de l'énergie vitale, c'est ce qui est d'abord intéressant avant de commencer à voir si l'argent va passer par là ou pas. Alors, professeur, vous parlez de la médecine traditionnelle. Quels sont les principes de cette médecine traditionnelle qui est pourtant universelle? Alors, le principe, c'est une médecine qui s'occupe de la vie. Donc, le principe, on peut dire principal, c'est la vie de la personne qui est concernée, ou du moins qui doit être consultée ou qui doit être soignée. Alors, ce principe par un autre principe, ou alors par une loi, la loi de l'amour du prochain. Pas l'amour du prochain de manière religieuse. Non, on ne parle pas de cet amour-là. Parce que dans ces principes, il y a, comme pour dire l'homme, Dieu, que ce soit celui qui est malade ou que ce soit celui qui soigne. Donc, on a quelque part l'impression, ou pas l'impression, mais on a le sentiment, voilà, c'est le mot, qui va dans le sens que on est en train de faire du bien à Dieu. C'est-à-dire qu'on est en train de rendre Dieu content. Parce que dans ces principes, on voit la vie. Et on a dit, toujours d'édition en édition, nous ne cessons de le dire, que Dieu c'est la vie c'est Dieu. Et que Dieu étant la vie, et nous étant dans la vie, nous pouvons donc dire que Dieu est en nous. Donc le principe, la première loi, c'est la loi de la vie. Et ça, cette loi fait en sorte que le côté humain prime sur le reste de choses à faire. C'est-à-dire, dans ce côté humain, il y a une approche psychosomatique qui voudrait que l'entretien qu'on fait avec le malade, c'est un entretien qui n'est pas celui de la familiarité, qui engendrerait le mépris, mais qui est quand même convivial, qui permet à ce que la personne comprenne beaucoup de choses de son cas, c'est-à-dire de sa maladie, ou bien de son état, afin de prendre part au programme de sa guérison. Parce qu'en fait, ce principe, c'est en deuxième phase, on a redonné la santé, redonné l'équilibre à l'organisme, c'est-à-dire faire en sorte que les cellules qui étaient en train de bouder, la façon dont la personne malade se comportait, que ces cellules-là se sentent à l'aise. Voilà comment ça fonctionne. Alors, professeur, au niveau de la médecine classique, on sait que le plus souvent, on dit par rapport
à vos symptômes, comme ils le disent. Vous avez peut-être le diabète, ou alors vous souffrez de l'hypertension, ou alors, et en fonction de ça, on sait quel médicament vous donner. Comment ça se passe au niveau de la médecine traditionnelle, le diagnostic? Quels sont les outils que vous utilisez pour poser le diagnostic et ensuite pour mettre le malade ou alors le patient sous traitement? Très bonne question. Pourquoi faire les choses selon le modèle des autres? C'est-à-dire, il y a un problème qui se passe. Si un jour en Afrique, les gens sont venus avec des tableaux, avant c'était les tableaux noirs, maintenant c'est le tableau blanc, parce qu'il y a des marqueurs qui écrivent sur ces tableaux, ce n'est plus les craies, parce que les craies, ça fait sale, quelque part. Alors, donc, tout le monde doit avoir des tableaux. C'est-à-dire que pour enseigner quelqu'un, il faut que tu aies un tableau. Eh bien, tu ne peux le faire que dans un environnement où il faut le tableau. Ou bien alors, les gens sont habitués au tableau. En réalité, dans la médecine naturelle, on ne pose pas de diagnostic. C'est une extrapolation. J'entends par extrapolation, c'est-à-dire que la personne qui a besoin de poser un diagnostic dans la médecine naturelle ou traditionnelle est en train de jouer au petit malin. Le diagnostic concerne le corps médical officiel. Pourquoi? Parce que c'est un mécanisme qui permet de vendre le médicament, qui ne permet pas forcément de trouver le mal dont souffre la personne, parce que autant il existe des diagnostics, autant il existe de maladies incurables. Alors, le diagnostic ici, c'est comme pour aller dans la différenciation du dysfonctionnement de l'organisme, comme pour dire, ça c'est le mal des dents, on va donner un nom carré dentaire, ou bien je ne sais pas quoi, ça c'est l'œil, on voit la manière dont l'œil se comporte, on dit c'est la conjonctivite. Là c'est l'oreille, le hic là va revenir à l'oreille, on va dire otite. C'est les amygdalites. Alors tout cela c'est pour aboutir à une médication, c'est-à-dire à donner le médicament qui, pour le thérapeute qui consulte, déjà quand tu ouvres la bouche pour te plaindre, dans sa tête, il cherchait à comprendre ce qu'on lui avait dit à l'université, que ça se relativise avec ta plainte pour que la prescription soit facile. Ce n'est pas la même chose en médecine traditionnelle. J'insiste sur ça parce que je suis aussi à la télé et à la radio parfois certaines personnes qui se disent tradipraticiens ou qui disent qu'ils sont des naturopathes, dire que lorsqu'ils soignent les malades du diabète, c'est des gens qui partent à l'hôpital, on donne un diagnostic du diabétique à la personne vient me voir, je lui donne des produits, il retourne à l'hôpital, on lui dit qu'il n'a plus le diabète, donc je l'ai guéri. Ça ne se passe pas comme ça. D'abord, ça ne se comprendrait pas. C'est vrai qu'il faut une collaboration multisectorielle, mais il faut quand même que chacun ait son couloir qui prouve que ce couloir-là est fiable. Parce que si nous parlons de la pharmacopée, on peut bien dire que ce genre de comportement colle. C'est-à-dire que le thérapeute, dans le cadre de la médecine traditionnelle, n'a pas de bonnes connaissances, n'a pas une bonne lecture du dysfonctionnement de l'énergie vitale dans le corps de l'individu qui vient consulter. Alors dans ces cas, il attend s'appuyer sur des méthodes venant d'ailleurs. Alors là, ça reviendrait un peu à dire que l'Afrique n'avait pas sa médecine. Ou alors la médecine de l'Afrique était tellement bancale qu'il fallait que la médecine classique, chimique et autres viennent à nous voler au secours. Et là, je me porte en faux. Parce que si on fait ce qu'on appelle la consultation de l'évaluation, qui va dans le sens de l'évaluation vitale, on n'a pas besoin d'obtenir le nom d'une maladie. Quelqu'un peut avoir une fièvre. Derrière cette fièvre se cache une constipation opiniâtre. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il
fait des jours sans faire de sel, la température monte. Alors, à quel moment va-t-on constater que souvent ces maladies ou son problème de fièvre, qui s'avère chronique déjà, passe par là, si on ne fait pas une consultation dans le sens à découvrir les causes premières de ce qui serait à la base de ces fièvres. On va lui donner des paracétamol, des médicaments pour lutter contre la fièvre, ou bien des anti-inflammatoires, des antalgiques ou quoi, je ne sais pas moi quoi. Et puis, directement, la fièvre va chuter. Mais est-ce que la chose qui a causé la fièvre va partir? Non. Donc, le diagnostic est un outil de vente des médicaments qui concerne les médecins. En médecine traditionnelle, moi je me porte en faux et je dis et je répète que s'il va falloir qu'un jour l'Afrique ait un ministère de médecine traditionnelle, il faudra bien que cette médecine soit outillée des cerveaux qui n'ont pas une dépendance à un autre système de traitement. C'est-à-dire on ne saura prendre un ministre, docteur en médecine, mettre là ou bien le conseiller du ministre, soit les médecins, sauf les médecins qui font dans la médecine, de la médecine traditionnelle, comme quelque chose où la culture générale, les recherches à mener, mettent un peu à la touche tout ce qu'on leur a dit avant dans les universités, parce que c'est des choses qui ne s'y ressemblent pas. Voilà. Alors, professeur, si on ne fait pas de diagnostic, si on ne pose pas, autant pour moi, si on ne pose pas de diagnostic en médecine traditionnelle, qu'est-ce qu'on fait donc? Ce qu'on fait, c'est qu'on constate que le malade est malade de telle chose qui est à la base. Par contre, en faisant le diagnostic, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à la base. Quand on dit que quelqu'un a le diabète, c'est l'insuline, c'est la glycémie, le glucagon, on met ça où? Parce qu'il y a deux hormones au niveau du pancréas. Le dysfonctionnement du pancréas peut faire à ce que vous ayez le diabète par le fait qu'il y a une forte production de glucagon, qui va faire en sorte que le taux de glycémie sera en hausse. Alors, inversement, ça sera plutôt l'insuline. Résultat, lorsqu'on soigne donc la maladie de par un tel diagnostic, on met le pancréas où? Parce que le pancréas, on doit chercher à savoir, est-ce que le pancréas travaille très bien? Est-ce que son travail, est-ce que le pancréas est à l'aise? Parce que le pancréas est constitué d'une pléiade des êtres vivants. Parce que n'oublions pas qu'on obtient une cellule, l'ensemble des cellules va former des tissus, l'ensemble des tissus va former un organe. Alors, quelle que soit la manière de se comporter de l'organe, il y a derrière tout cela des cellules. Alors, on soigne quoi souvent? La maladie où on soigne, où on remet en place la vie, où on remet en place les mécanismes qui mettent à l'aise les cellules. Parce que, médicalement parlant, si on pose des diagnostics, c'est pour aller en guerre. Est-ce que quelqu'un qui fait dans la médecine traditionnelle fait la guerre avec qui? D'abord, les méthodes de la médecine traditionnelle ne sont pas portées à bagarrer contre ce qu'on peut appeler les agents pathogènes du genre virus, bactéries et tout. Non, ça régule le fonctionnement de l'organisme sur les parties par lesquelles le désordre a commencé. Alors, pour ça, en parlant de méthodes, quelles sont les méthodes de la médecine traditionnelle? Non, la première méthode, c'est d'abord la persuasion de quoi souffre la personne. Ça, c'est la première méthode. C'est-à-dire, si vous ne savez pas de quoi il est question, si vous êtes influencé par le dossier médical, qui peut être énorme, parce que souvent, lorsque nous recevons souvent des malades, certains d'entre nous, vous êtes devant un malade qui, depuis l'enfance, ne sait pas combien de fois il est allé à l'hôpital. Et l'évolution de sa maladie qui est partie
de l'enfance où il avait des petits bobos, des petites fièvres, des petits problèmes de rhume, un peu de coqueluche, ou dans l'enfance, il n'a pas pu développer, avoir la chance que son système immunitaire se développe du fait du vaccin, parce que lorsque vous naissez, il faut que, à un moment donné, que tout ce que vous avez eu du ventre de votre maman, comme déchets, puisse sortir. D'abord, on le sait dès les premières heures ou les premiers jours après l'accouchement. Il faut voir les cacas du bébé. Alors, ces cacas-là ne sont pas forcément ce qu'on lui fait consommer. C'est des cacas parfois noirs et tout. Alors, ce qui veut dire qu'il y a encore les résidus de ce que récemment ce fœtus a eu de sa mère. Mais au-delà de ça, il y a globalement le système immunitaire qui doit s'implémenter. Dès que le système immunitaire est en place, l'enfant commence à marcher. Commence à marcher, à monter, à descendre, à faire du bruit, il devient hyperactif. Alors, mais parfois on le vaccine avant cette période-là. Ce qui fait que ça empêche à ce que son système immunitaire puisse avoir une emprise sur son passé, de par les acquis, des mauvais acquis venant du cours de son séjour dans le ventre, jusqu'aux acquis de ce qu'il est devenu une entité, cet enfant. Alors, il faut donner du temps avant de commencer à voir s'il faut renforcer le système immunitaire, parce que la vaccination devrait avoir pour but à renforcer le système immunitaire. On ne devrait pas vacciner les gens qui ont un système immunitaire solide et qui peut tenir contre n'importe quelle agression. Professeur, tout à l'heure, vous aviez parlé, parce que nous essayons de faire un distinguo entre médecine traditionnelle et médecine classique. En médecine classique, on parle de diabète, de typhoïde, d'hypertension. Bref, on donne des noms à des maladies. Comment ça se passe en médecine traditionnelle? Est-ce qu'on aurait également des noms de maladies telles que l'hypertension et tout le reste? Il peut avoir des noms. Ça dépend de quel genre de médecine traditionnelle. Parce que il y a lieu à ne pas confondre les médecines communautaires aux médecines traditionnelles. C'est-à-dire que certaines communautés, influées par le pouvoir royal, c'est-à-dire le genre de pouvoir castique, je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça. Bon, c'est une langue d'emprunt, j'essaie de trouver les mots qui correspondent à mes idées. Alors, c'est-à-dire que si vous êtes d'une certaine région, d'une certaine communauté, parce qu'une région peut avoir plusieurs communautés, alors le roi peut décider que nous, on va conduire à gauche, l'autre roi décide qu'on va conduire à droite. Peut-être ce qui s'est passé entre la France et l'Angleterre. Alors, maintenant, là, on ne peut pas appeler ça une médecine traditionnelle à 100%. Parce que les décisions sont prises par un groupe de personnes. Elle devient quasi conventionnelle, c'est-à-dire presque ressemblant un peu à la médecine des hôpitaux. Parce que c'est pour cette raison qu'on appelle cette médecine conventionnelle. C'est-à-dire que les gens s'asseyent et décident que voici ce qui sera nos normes. Et si quelqu'un n'est pas dans ces registres-là, ne pratique pas, on ne le considère pas comme pratiquant notre médecine. Il pratique autre chose sauf notre médecine. Alors derrière ça, on va organiser des formations, de formatage des cerveaux qui vont aller dans le sens de ces normes-là. Parce que là, on ne donne pas la chance que chacun fasse ce qu'il veut. Parce qu'on doit canaliser les gens vers une certaine direction. Et là, ça pénalise le monde aujourd'hui, où une minorité de gens est assise sur plus de 7 milliards d'habitants. C'est-à-dire, on peut compter le nombre de gens qui gèrent le monde et qui ne représentent rien en termes de sagesse, de savoir, parce que là-dedans, il y a plein de personnes qu'on peut taxer d'idiots. Parce qu'il y a 3 catégories de personnes, des idiots, des rusés et des sages. Alors, beaucoup sont des rusés
qui sont dans ces milieux, et beaucoup sont les idiots qui sont dans notre milieu, c'est-à-dire nous, le bas peuple. Et puis maintenant, les sages se distinguent, et ils sont très peu nombreux. Alors donc, nous avons des difficultés à faire passer un message lorsqu'il faut absolument aller en contre-courant. La médecine traditionnelle n'aurait donc pas des noms de maladies dans le même sens que la médecine classique. Si une maladie est sur la peau, on peut bien voir ça. Hein? Et donner le nom. Parce qu'on peut bien dire qu'il y a plusieurs sortes de maladies de la peau. On peut parler de l'éléphantiasie qui commence par se manifester, que ça va devenir l'éléphantiasie. Et on accuse parfois l'ossément humain ou bien de quoi, je ne sais pas moi, des objets, des dispositifs qu'on y a mis au travers du chemin de la personne malade. Et souvent, quand le diagnostic, alors dans le même sens que l'hôpital va de manière à dire que c'est l'éléphantiasie, c'est simplement parce que les manifestations de cette maladie ne sont pas de nature à voir la chose seulement sur le dysfonctionnement de l'énergie vitale. Donc là, nous sommes sur deux paramètres. Nous sommes sur le paramètre occulte, d'une part le paramètre classique, d'autre part le paramètre palpable et concret. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a un médicament pour ça, il y a un genre de traitement pour ça. Ce genre de traitement peut partir sur les mêmes bases à revitaliser l'organisme. D'abord, sur le plan métaphysique, à provoquer un mécanisme de nettoyage de l'aura qui peut ressembler un peu à ce qu'on peut appeler une certaine délivrance. On vous amène dans un sanctuaire. Le sanctuaire peut être dans un cours d'eau, ça peut être au pied d'un grand arbre. Le sanctuaire peut être dans un enclos. Tout cela dépend. Et les conditions de travail seront telles que on va travailler tant de l'intérieur du corps que de l'extérieur. Donc on va essayer de voir quel est l'esprit qui sous-tend le dysfonctionnement dont vous êtes facteur. Donc on n'est pas dans le registre de 1000 noms de maladies pour 1000 noms de produits. Alors professeur, tout à l'heure vous aviez parlé d'un plan métaphysique en parlant du sanctuaire. Est-ce à dire que dans la médecine traditionnelle, tout ce qui est comme maladie ou alors dysfonctionnement aurait forcément un lien avec le mystique au point qu'il faille peut-être se retrouver dans un sanctuaire pour nettoyer son aura? La maladie est d'abord psychique avant qu'elle ne soit physique. Il y a des personnes il ne comprend jamais qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie à cause du fait qu'il n'a jamais compris certains aspects de sa vie. Prenons une famille. On a toujours donné un certain exemple qui est concerné par des maladies héréditaires ou des maladies congénitales. Dans cette famille-là, on souffrait de quoi? Parce que ces maladies-là peuvent avoir pour facteur la malédiction. C'est-à-dire que des choses se sont passées et qu'on paye le prix de ça aujourd'hui. Mais la manifestation de cela passe par des pathologies plus ou moins connues. C'est-à-dire que au niveau classique, médicalement parlant, on peut donner un nom à ça. Quelqu'un peut avoir un diabète qui ne guérira jamais parce que son diabète est occulte. Parce que le diabète, ici, et je le dis et je le répète, concerne le pancréas. Alors, le diabète ne concerne pas le sang. C'est-à-dire, ce n'est pas la glycémie. C'est le dysfonctionnement du pancréas. Alors, si, par exemple, on jette un sort, si par exemple, une personne qui fait dans l'occulte, qui connaît l'anatomie du corps humain, qui vous bloque le foie, vous allez développer par exemple l'hépatite. Médicalement parlant, c'est une maladie incurable.
que vous développez comme ça. Mais, traditionnellement parlant, c'est une maladie aussi simple que bonjour, pour le peu qu'on a circonscrit le pourquoi des choses. Les maladies qui sont compliquées dans le domaine de la médecine traditionnelle sont des maladies héréditaires, d'un genre. Parce que quand je dis d'un genre, je fais allusion à des choses qui se sont passées dans la famille et qu'on n'a pas regretté. C'est-à-dire, soit on n'est pas au courant, soit on est au courant, mais on n'a pas pu les regretter. Parce qu'il ne faut pas que les gens nous fassent croire que la morphologie même d'un être humain répond à rien. Non. Il y a des familles, des pygmées. Il y a des familles des autres communautés qui n'est pas forcément des personnes de petite taille. Et il y a des familles des nains, aussi petits, aussi de petite taille que les pygmées. Alors, donc, il y a l'héritage génétique qui n'est pas à ne pas prendre en compte. Et dans l'héritage génétique, il y a un aspect occulte qui est tel que ceux qui disent la Bible disent que jusqu'à la 4e génération, quelque chose va se passer partant de toi, qui est le géniteur de ces autres générations qui viennent après toi. Donc, la médecine traditionnelle travaille dans l'occulte pour déceler, de par la bonne constatation de ce qui ne va pas, qui fait baisser le taux de vitalité au point à dire que la personne est malade, va donc faire le travail dans la double dimension. Voilà. Alors on va proposer la deuxième partie de la chronique de ce soir et on va revenir pour la suite des questions. La méditation, la pandémie et les lois de la nature. Au cours de l'une de nos éditions, s'agissant du même thème, nous avons souligné qu'il n'est pas facile de définir la vie. Pourtant, c'est lorsqu'on sait ce que c'est que l'on peut comprendre les méandres de notre parcours existentiel. Malheureusement que, à cause de l'ignorance du mécanisme occulte qui obéit à l'énigme qui concerne l'ensemble des éléments produisant le phénomène vie, vous êtes très incapable de savoir d'où venez-vous, pourquoi êtes-vous là et où irez-vous après cette phase de votre existence. Car dès le premier instant de l'entrée de la force vitale en vous, et ce grâce à la pénétration du souffle de vie, à la sortie du fœtus du ventre de la maman pour accéder au stade de bébé. Vous devez savoir que la présence de ce souffle de vie est ce qui vous prodigue l'énergie vitale. Il s'agit d'une parcelle de Dieu qui est ainsi venue s'installer en vous et vous voilà un bébé. Sauf que seuls les initiés se rendent compte de l'ampleur métaphysique de tels mécanismes occultes. D'ailleurs, dans un premier temps, c'est-à-dire durant la phase de bébé, vos géniteurs, parce que n'ayant pas des connaissances qu'il faut concernant l'essence divine, ne seront pas à même de savoir que grands sont leurs responsabilités par rapport à la pérennisation de la vie en leur bébé, se mettent dans une totale inattention à faire n'importe quoi. Autrement dit, puisque vous n'êtes pas un mort-né, vous devez savoir qu'un véritable parcours du combattant vous attend, surtout si vos parents n'ont pas eu à mieux s'en prendre dès votre naissance. Il faut que la vie soit bien entretenue pour qu'une meilleure existence vous soit assurée. Pour y arriver, il faut que vous ayez la grâce de naître la voie basse tout d'abord, que le père et la mère s'y préparent spirituellement et que le bébé ait droit à l'allaitement maternel. En ce qui concerne le lait maternel, disons qu'il soit question d'un lait de bonne qualité venant d'une maman qui avait d'ores et déjà pris la mesure de veiller sur le côté sacré de l'art de la procréation, tant avant
pendant qu'après la grossesse. Nous parlons ce soir de la médecine traditionnelle, la mystique de la médecine traditionnelle à l'ère d'une pandémie. C'est vrai que nous avons eu la deuxième partie de la chronique qui se penche un peu sur les lois de la nature et la méditation, mais le thème central jusqu'ici reste celui de la mystique de la médecine traditionnelle. Alors pour ça, j'aimerais savoir, tout à l'heure vous avez parlé de la pharmacopée. Et on sait, ou alors on a l'habitude d'entendre les gens dire, ou alors ceux-là qui les utilisent, qui pratiquent cette pharmacopée, se rattachent toujours à la médecine traditionnelle. Alors quel est le lien qu'on fait avec la pharmacopée et la médecine traditionnelle? Bon, alors il y a deux pharmacopées. Il y a une pharmacopée traditionnelle et une pharmacopée occidentale. Bon, chez les Occidentaux, ils bluffent les gens en disant que tout de leur pharmacie vient de la bourse. Mais non, c'est les dérivés parfois. Et de voir, non, c'est des produits de synthèse. Alors les produits de synthèse seront être des produits naturels. La pharmacopée plutôt, lorsqu'on fait phytologie, c'est-à-dire le cours de la phytothérapie, là on peut rentrer dans l'herboristerie, voir qu'est-ce que les herbes peuvent apporter comme rééquilibrage, c'est-à-dire remédiant. Parce que c'est pas des médicaments. C'est vrai qu'on est en train de tout faire pour tuer la médecine traditionnelle en voulant à ce qu'il y ait ce qu'ils appellent les remèdes améliorés ou bien alors les médicaments améliorés, c'est-à-dire ce qui viendrait des tradipraticiens, que ça soit amélioré. Améliorer, ça veut dire conditionner de façon à ce que ça puisse être un jour, hein, lorsque l'Afrique ne sera plus sous la domination néocoloniale, puisse entrer en pharmacie. Lorsque les pharmacies ne seront plus confisquées par la néocolonisation dont les patrons d'hier, lorsque la distribution des produits ne sera plus la chasse gardée de ces néocolons, alors donc là on arrivera à avoir des produits, disons, faits dans les terroirs, par exemple le cas du Cameroun, entrer en pharmacie et être prescrit par le médecin. Et là peut-être il y aura un allègement sur les essais cliniques qui sont quelque chose, le parcours de combattant, parce que ailleurs c'est des valises d'argent qui font faire passer ces essais cliniques. C'est pourquoi il y a des produits comme Mediator et qui à un moment donné, ayant eu tous ces essais cliniques, cela n'a pas empêché que ça tue les gens en surnombre et que cela devienne un problème de santé publique très grave. Servier, qui était le directeur de cette firme, a souffert pour pouvoir s'en sortir de cette situation, malgré que les dossiers n'ont pas quand même abouti pour tous ceux qui réclamaient réparation. Mais il a dû quand même saigner. Je ne sais pas, peut-être c'est ça qui l'a tué, parce que quelques temps après, il décède. Bon, alors donc on est dans un environnement où le produit de la pharmacopée traditionnelle devrait être un produit qui restait naturel. Parce qu'il y a le conditionnement, il y a certains produits que lorsque vous êtes appelé à les conditionner, il faut des possibilités de mieux les conserver. Dans ce conditionnement-là, donc, on va y mettre des additifs. Alors ces additifs peuvent ne pas être utiles, c'est ce qui dérange le médicament de la pharmacie. C'est pour cette raison que tous les médicaments, lorsqu'on lit la notice, on précise bien que comme d'autres médicaments, ces médicaments ont des effets désirables, même si ces effets désirables ne sont pas portés à nuire tout le monde de la même manière. Mais on écrit quand même et on fait une longue liste de ce qui peut arriver à consommer ces produits. Alors, est-ce que les Africains sont donc en train de vouloir rentrer dans ce jeu simplement parce qu'on est dans la course de la mondialisation des systèmes de santé, hein, ou bien d'un système de santé qui doit s'accrocher dans ces villages planétaires
et chercher de l'argent. Alors, moi je pense que oui, parce que les pays qui se disent sous-développés ont besoin d'industrialiser aussi leurs moyens, c'est-à-dire ce qu'ils ont à leur porter. Mais sauf que l'industrialisation rend la population dépendante de quelque chose et qui fait en sorte qu'il y a plus de morts ou plus de dégâts qu'il n'en faut à cause de cette industrialisation. De deux, la pharmacopée africaine n'ayant donc pas la possibilité, du moins, étant donné que certains produits de brousse ne peuvent pas entrer dans certains emballages. Certains, le fait de mettre ça dans les emballages cassables, vont casser ces emballages. Donc les flacons vont se casser. D'autres, le fait de les emballer carrément, vont faire en sorte que ça n'ait plus la même force d'action, hein, ne soit plus actif de la même manière. Donc beaucoup de choses doivent partir de ces idées qui doivent aller dans le sens qu'est-ce qu'on veut faire exactement. Alors professeur, à la base, d'après vos explications, à la base la pharmacopée serait des plantes provenant de la nature, des éléments provenant de la nature. Alors qu'est-ce qu'il en est du respect des lois de la nature? Parce que je me dis qu'à un moment, on va se retrouver en train de couper telle herbe, d'utiliser telle écorce de tel arbre. Mais le plus souvent, on ne replante pas, ou alors on ne cherche pas à ce que ces plantes-là soient, je vais dire quoi, perpétrées en les replantant. Alors qu'est-ce qu'il en est donc? Parce qu'à ce moment, j'ai l'impression qu'on a mis de côté les lois de la nature, et parce qu'il faut faire des remèdes, et parce qu'il faut avoir de l'argent, on détruit tout sur notre passage, et puis les générations futures n'auront plus rien. Alors, qu'est-ce qu'il en est avec les lois de la nature et la pharmacie? Alors, ta question me fait rebondir sur une chose, la déforestation. Il n'y a même plus trop de plantes. De nos jours, on a coupé certains arbres qui étaient de nature à aider pour certaines formes de dysfonctionnement de l'organisme, ce que les médecins appelleraient certaines pathologies. Alors, par exemple, lorsqu'on a des calculs biliaires ou rénaux, il y avait certaines plantes qu'on prenait. Et lorsqu'on prenait ces plantes-là en décoction, on se retrouvait en train de faire des cacas sous forme de cailloux noirs. Et on s'en sortait. À supposer, cette plante-là, lorsqu'on repère ça quelque part, ça n'a plus de chance de vivre encore longtemps. Puisque c'est l'écorce qu'on utilise, on va enlever l'écorce jusqu'en haut. Bien évidemment, ce que tu expliques, ça se comprend. Alors maintenant, je parlais de la médecine traditionnelle ce soir, mais je reste dans le registre de la métaphysique. Ce registre me ramène dans l'interpellation que tu viens de faire. Les plantes ont fait quel tort à qui pour subir l'homme? Qui casse les pots doit les payer. Qui tombe malade du fait de son inattention, le fait de ne pas respecter les lois de la nature. En quoi la nature doit souffrir davantage en voyant ses enfants? Parce que la nature, tout ce qui est du monde minéral, du monde végétal et du monde animal, fait partie de la nature. Et la nature a bien besoin que tout ce monde-là évolue. Il est vrai que la manière d'utiliser les plantes peut amener à la plante de s'épanouir. Parce qu'il y a, par exemple, le fait de prendre les sommités d'une plante, ça fait épanouir la plante. Si un arbre ne devrait pas avoir des branches, mais que normalement dans leur genre, ces arbres-là ont des plantes, des branches, mais que la tige ne faisait que pousser sans branches. Et qu'à un moment donné, on enlève les feuilles de la sommité, du sommet de l'arbre, qui sont encore fébriles,
que l'éléphant aime beaucoup dans son repas, alors cet arbre va s'épanouir. Hein? C'est difficile de voir un éléphant dans la brousse décimer une forêt. Non. Il mange ce qui permet à l'arbre de mieux évoluer, de mieux se développer. Et là, il revient demain se servir encore après-demain. Il sait que maintenant, je peux aller, je vais trouver des feuilles fraîches et je vais m'en procurer. Alors donc, si nous nous comportons comme des personnes qui croient en Dieu, entre guillemets, je ne sais pas de quel Dieu je parle, peut-être du Dieu d'une quelconque religion, mais du Dieu la vie. Alors, si nous croyons à la vie, et que tout ce qui est appelé à vivre doit vivre, que le slogan amené serait « Vie et laisse vivre », alors nous pourrons bien comprendre que la médecine traditionnelle ne doit pas se limiter sur l'utilisation de la végétation ou des minéraux, à la limite les minéraux encore. Parce qu'il y a des pierres, lorsqu'on les met dans l'eau, la pierre change les vibrations de l'eau, comme l'eau a la mémoire, l'eau comprend, la donne et devient une eau curative. Mais la pierre reste la même. C'est-à-dire, rien n'a changé au niveau de cette pierre. Par contre, si vous coupez les écorces d'un arbre, l'arbre, si c'est mal fait, va rester mourir. Hein? Alors, je crois que la médecine occidentale a constaté cela avant. Parce qu'au XVIIe siècle, la médecine était traditionnellement basée sur, beaucoup plus basée sur les plantes. C'est-à-dire 16e, fin du 16e siècle, 17e siècle, en entrant vers le 18e siècle, on utilisait les quinquina, les machins et tout ce qui venait de la végétation était beaucoup plus sollicité. Mais on a vu que à certains endroits, ces arbres-là n'existaient plus. C'est pourquoi on a essayé de reproduire en quelque sorte des produits de synthèse sous-entendant que cette chimie artificielle qu'on a dû réaliser va agir de la même manière. Prenons par exemple la vitamine C. Avec la roscorbine ou le vitascorbol, à une période, on avait une vitamine C artificielle à partir d'un comprimé. Mais ça n'a jamais été la vitamine C comme le serait avec le citron ou les agrumes en général. Alors, mais professeur, si aujourd'hui la pharmacopée, le problème de la pharmacopée pose celui de la déforestation, que serait donc la médecine traditionnelle? Alors donc c'est pourquoi il faut que la médecine traditionnelle allie à son sein son passé empirique, entre guillemets. Parce que son passé empirique, c'est quoi? C'est son passé occulte. C'est-à-dire voir à quel moment réellement on doit donner la plante et à quel moment on ne doit pas. Parce qu'il y a plus d'une méthode pour pouvoir soigner quelqu'un. On peut soigner une personne, on a des méthodes qui sont bien connues aujourd'hui. L'hydrothérapie, l'utilisation de l'eau, on suppose que l'eau est infiniment là. Hein? Bon, la tassalothérapie, c'est-à-dire ceux qui sont en bordure de la mer, comme ceux de Kribi, des Limbes et autres, peuvent se soigner régulièrement grâce à l'eau de la mer. Et là, c'est des ressources curatives intarissables. Donc, il faut une formation pour la nouvelle génération des tradipraticiens, parce qu'il y a eu cassure entre une époque et une autre. L'époque avant la colonisation, la formation était là. Après la colonisation, non, pendant la colonisation, il était interdit d'utiliser les plantes médicinales parce qu'une certaine médecine venait prendre le terrain. Alors maintenant, cette médecine, avec les ratés, les échecs et tout,
c'est même les prélats qui lâchent la possibilité d'utiliser la médecine qui était interdite hier. Hein, c'est-à-dire les outils qu'on utilisait dans cette médecine qui était interdit hier, que cela soit possible aujourd'hui. Là, on court vers des gens qui, hier, prêchaient à haute et intelligible voix que la sorcellerie n'existait pas, que les plantes médicinales n'étaient pas, du moins que les plantes n'étaient pas de bonnes choses, parce que c'était diabolique et tout. Moi, je suis à l'âge de dire des choses que j'ai entendues de mes oreilles. Voilà. Alors, mais pour ce, moi, j'aimerais qu'on fasse un distinguo. On entend le plus souvent parler de tradipraticiens, d'herboristes, de naturopathes, Des guérisseurs. il y a tellement de noms. Est-ce à dire que la médecine traditionnelle serait un tout dans lequel tout le monde vient trouver son compte, ou alors il faut faire attention à toutes ces appellations? Bon, alors moi je sais que le nom qu'on donnait aux pratiquants de l'art médical traditionnel était guérisseur. Alors ce nom a commencé à foutre les camps en Europe. On a parlé des roboteux, des sourciers et tout. Bon, en Afrique, on les a appelés finalement, les guérisseurs, on les a appelés finalement des sorciers. Avec les accords d'Almata, je crois, ça s'est passé en 1991, si j'ai bonne mémoire, en Russie. C'est là où le corps médical officiel impose à l'OMS de ne plus appeler les guérisseurs guérisseurs, parce que c'est déjà une publicité. Quand on leur donne un certain nom, on a commencé à dire, bon, qu'est-ce qu'on peut leur donner? Et on a dit, ah, ok, disons les tradipraticiens, c'est-à-dire c'est du n'importe quoi qu'ils pratiquent dans les traditions. Bon, alors, vous voyez, avec le Covid, le rapport qui sort du ministère de la Santé, à ce que j'ai suivi, sort de manière à que, et c'est pourrait que la médecine traditionnelle au Cameroun a apporté une contribution dans ce qu'il y a eu comme prise en charge des malades. Mais sauf que rien de concret n'en est sorti. Alors, c'est pas ces rapports servent à quoi? Bon, donc il y a un problème. Tu envoies ton enfant à l'école, j'entends par enfant, et le père ou la mère qui envoie l'enfant à l'école, l'Afrique. Et l'enfant là devient dangereux contre toi. Les Africains sont allés à l'école, pas pour venir combattre l'Afrique. Malheureusement, ça aurait été le contraire que ça se comprendrait. Mais malheureusement, c'est quelle école ils ont fait? Ils ont fait l'école coloniale. Le colon est ce monsieur ou cette dame qui vend les beignets au quartier et qui dit à tout le monde que ces beignets sont les meilleurs et qui ne voudrait pas voir dans son entourage un autre vendeur de beignets. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que les médecins qui n'ont rien à proposer, rien, quand il y a un mal, si rien n'est de ce mal, si rien n'est en pharmacie, malgré que le mal soit connu, parce que c'est eux qui font les diagnostics, c'est eux qui donnent le nom aux mots, hein, aux problèmes que les gens ont. On a bien donné le nom, mais il n'y a rien à donner en contrepartie. Panique générale. Jusqu'à l'heure actuelle, le problème de Covid pose continue à faire paniquer les Européens. Si bien que Didier Raoult venait de dire là, toute cette semaine, si les interventions qu'il fait à la télé, il dit qu'on n'est plus à l'ère de Covid. C'est passé. Il y a eu toujours des grippes en France, hein, en Europe. Et ces grippes, on n'a même pas atteint, avec Covid, il dit on n'a pas atteint le pic de certaines grippes. Il a parlé d'une grippe de 2017. Alors, résultat, nous sommes dans une situation qu'en Afrique, il n'y a aucun médecin qui parle comme lui. On est alliés derrière l'OMS et derrière les patrons des services de santé de la France. On est des alliés. Mais nous sommes des agrégés en médecine en même temps que les autres. Finalement, on dit de nous que l'Afrique, c'est des gros enfants. Hein? Des enfants qui ne vont jamais grandir, même ayant les mêmes diplômes que les autres. On ne comprend rien des Africains. Donc on a envoyé nos enfants à l'école pour qu'ils viennent nous marcher dessus
que même les idées du village, on ne veut plus entendre parler de ça. Même les anthropologues, par moment, quand tu discutes avec eux, une partie de leur cerveau est seulement accrochée en France. Alors, puisqu'on parle du professeur Didier Raoul, on va l'écouter dans la réflexion de ce soir. Le professeur Didier Raoul, un commentaire? C'est des choses qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas comment la contamination se passe. Mais ils font des diagnostics. Et il faut trouver les remèdes. Alors, quand on ne sait pas comment la contamination se passe, on ne sait pas la cause, mais on s'accroche à la manifestation, à l'effet. Comment on va s'en sortir? Parce que la médecine actuelle a commencé ses travaux dans ce domaine de virologie, de microbiologie, du temps des pasteurs. Depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, on ne maîtrisait rien. Alors, quand est-ce qu'on va maîtriser alors quoi? Parce que ça ne se comprend pas. Et puis, il y a des universités, des grandes institutions de recherche, de l'argent, des contribuables qui vont dans ces histoires-là, et puis l'arnaque et tout. Mais pour aboutir à quoi? C'est pourquoi il faut marteler le fait que on fait du mal à l'organisme de l'être humain. Parce que notre organisme n'a pas besoin de tout cela. Notre organisme a besoin d'une formation des pratiquants qui lient le taux de vitalité dans l'organisme. C'est-à-dire qu'ils savent que lorsqu'on est, on a la vie. Quand la vie commence à se dégrader, c'est en ce temps-là qu'on parle de la maladie. Quand elle est dans une simple manifestation, c'est des petits bobos, c'est une simple manifestation de dégradation, bon, du moins de désordre fonctionnel. On parlait des bobos, des fièvres et tout. Mais quand ça entre dans le cadre des maladies chroniques, que ce n'est pas simplement les maladies aiguës, on doit se poser la question que qu'est-ce qu'on va faire dans ces terrains? Parce que le corps, c'est un terrain organique. Alors, qu'est-ce qu'on y va faire? On va bagarrer contre les cellules qui sont en même temps aux prises. Parce que lorsque on prenons par exemple le cas de la chimiothérapie, lorsqu'on bombarde les cellules malignes, la bombe là tombe dans le terrain organique et détruit en même temps les cellules saines. Alors, et cette bombe-là, est-ce que le corps en a besoin? C'est ça le problème. C'est nous qui voulons que ça soit comme ça. Est-ce que les cellules nous ont dit que c'est ça qu'elles ont besoin? Hein? On dit le mal a dit, la maladie, c'est le mal qui dit, les cellules qui parlent. Quelqu'un vous dit j'ai mal, ou bien comportez-vous bien, vous commencez à déranger. Vous lui dites, taisez-vous avec les antibiotiques. Quand même. Alors, professeur, qu'est-ce que la médecine traditionnelle propose? On vient de suivre le professeur Didier Raoul qui disait jusqu'ici, ils ne savent pas comment est-ce que la contamination se passe et autres. Est-ce que dans la médecine traditionnelle, on peut avoir des réponses à ces questions? Alors la réponse, c'est que si on prend par exemple les travaux d'un Français, Claude Bernard, il disait que le microbe n'est rien, c'est l'état du terrain qu'il faut en tenir compte. Bon, donc si les travaux que les Didier Raoul font vont dans le sens de Louis Pasteur, qui était Louis Pasteur? Ça c'est la déroute. On est rentré en brousse au lieu d'aller normalement quelque part où on devrait aboutir à une situation où le virus ou les bactéries ne devraient pas être un danger pour l'homme. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une guerre interminable qui a commencé avec les pasteurs. Pasteur, nous avons essayé pas de le prouver, pas A plus B, parce que nous, on n'a rien à prouver. Quand on dit réflexion et évocation, ça veut dire que nous proposons ce que eux-mêmes, ils disaient de leurs frères. Nous le proposons. Pasteur était un imposteur. C'est tout. Et c'est sur la base de ces mécanismes d'imposteurs-là qu'est né des instituts pasteurs partout. Donc l'imposteur a donné naissance à une navigation à vue. Hein? On n'a qu'à souffrir de ça. C'est tout. Mais la médecine traditionnelle n'est pas basée sur
sur Ah mais non, le la modèle médecine traditionnelle d'aujourd'hui n'existe pas en tant que telle, sans toutefois qu'on ait un penchant sur ce que font les médecins. Parce que je donne un exemple. Quelqu'un a un mal d'estomac. Alors si tu pars voir un tradipraticien, ce qui se vanté tradipraticien de la santé et tout, il va te donner un produit. Pareil comme s'il était devenu un pharmacien. Bon, parce que lui, il n'est pas médecin seulement, parce que c'est lui-même qui fait son produit, et il est en même temps médecin, et il est en même temps pharmacien. Mais pour ne pas dire la chose, pour dire correctement la chose, il n'est que pharmacien. C'est-à-dire, il joue le rôle d'un pharmacien, puisque tu viens avec le diagnostic de quelque part pour le voir. Alors, maintenant, quelle est cette médecine traditionnelle qui se comporte comme ça? Parce qu'avant, lorsque quelqu'un avait un dysfonctionnement au niveau du tube digestif, on lui posait un certain nombre de questions. Et on soignait la cause. Souvent, c'est l'indigestion. Les bébés, on touche le ventre, on voit que ces bébés-là, son ventre chauffe plus que les autres parties du corps. On le purge. Médicalement parlant, c'est interdit de purger les champs. Hein, du moins, ce n'est pas commode, même si ce n'est pas interdit, parce qu'à une époque, c'était interdit. Maintenant, ça devient incommode. Alors donc, il faut voir si le côlon n'est pas plein. Et comment libérer le côlon? Toutes les maladies ont une réponse sur l'intelligence qui vient du tube digestif et ça remonte au niveau du cerveau. Et c'est ce cerveau-là qui fait l'interprétation, qui fait à ce que le malade se plaigne. Alors maintenant, le malade qui se plaint sous des conditions d'un environnement. Par exemple, celui qui est dans un environnement néocolonial comme le nôtre, tu vas te plaindre que j'ai le palu, même quand c'est une simple fièvre. On n'a fait aucun diagnostic, mais tu as déjà le palu. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si tu dis ça à un vendeur de médicaments dans la rue, il va te composer l'ibuprofène et le paracétamol, tout ça mélangé, parce que tu as le palu, parce que lui, dans son imaginaire et dans le but de vendre quelque chose, il faut qu'il te donne autant de comprimés pour combattre le palu. Alors que tu n'as qu'une indigestion. Tu n'as pas pu faire les selles depuis 3 jours. Hein? Voilà. Alors, mais professeur, tout à l'heure, vous avez dit que il y a des personnes qui font dans la médecine traditionnelle, qui lorsque vous présentez devant elles, en vous plaignant d'un mal, ils vous donnent plutôt des médicaments. Vous avez dit, ils sont similaires aux pharmaciens de la médecine classique. Professeur, est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir peur de ce qui se passe là-dehors? Parce qu'ils sont plus nombreux, ceux-là, qui prescrivent dès qu'on a en face de soi quelqu'un qui se plaint d'un bobo. Alors, moi j'ai bien envie de savoir, est-ce que là on peut réellement croire que la médecine traditionnelle existe au Cameroun? Alors, je dis oui et non. Partout, il y a les brebis galeuses. Il y a des gynécologues qui passent toute leur vie à opérer les femmes enceintes. Au lieu de les accoucher normalement, on dirait que c'est tout ce qu'ils ont appris à l'école. Bon, c'est de même dans la médecine traditionnelle, il y a des gens qui ont de la formation, hein, qui sont d'une famille des guérisseurs, moi je n'appelle pas ça des praticiens, des guérisseurs, et qui ont fait preuve de décennies en décennies, et qui sont parmi nous. Maintenant, avoir peur, je dirais oui et je dirais aussi non. Dans tout ce qu'on fait, il faut écouter ton cœur. Lorsque tu entres même à discuter avec un médecin, tu lui poses 2-3 questions, il te rembourse en disant tu ne m'apprends pas mon métier, sache qu'il n'est pas thérapeute. C'est un prescripteur, tout simplement. Il n'a aucune longueur d'onde de plus qu'à ce qu'on lui a appris en faculté, et que le fait de vouloir répondre à certaines questions, il risque de ne pas être d'accord avec toi. Donc, il arrête ça rapidement pour que tu sortes avec l'ordonnance. Soit tu vas aller faire une analyse, soit tu vas aller acheter les médicaments et tu lui fous le camp. D'abord, ça lui perd le temps, il y a d'autres gens qui attendent. Bon, alors, c'est la même chose. Lorsque tu entres dans un cabinet ou bien dans un endroit où il y a un tradipraticien, pose-lui les questions. Tu vas. La bouche de l'homme, c'est son piège. Hein?
Nous, dans nos langues traditionnelles, on dit que le piège de l'homme, c'est sa bouche. Alors, si tu poses la question à quelqu'un aujourd'hui, le premier jour quand il te reçoit après sa consultation, demain tu reviens sur ces questions que tu as essayé d'ingurgiter, de digérer et dire, bon maintenant, je vais voir si la personne, là, ce qu'elle me disait hier, c'est la même chose. Comme le mensonge n'a pas de longues jambes, il ne va plus se retrouver. Et là, tu vas comprendre que cette personne n'est pas formée. C'est tout. Et il faut être vigilant. Ne fuyons pas qui ne risque rien à rien. Tu ne peux pas aller du côté classique où les médecins te disent tu es condamné. Voilà. Parce qu'on a fini ton argent. Tu n'as même plus l'argent à donner. On t'a opéré, on a fait tout, rien n'a marché. Après, on voit que tu commences à déranger là. Va attendre la mort. On dit tu es condamné. Donc pendant que tu es condamné comme ça, un brin d'espoir t'arrive à dire que on ne jette pas un poussin qui bouge encore. On le dit bien dans nos langues. C'est un adage dont je ne vais pas me jeter dans la tombe alors que je bouge encore. Bon, vous partez rencontrer quelqu'un, vous discutez avec la personne, vous l'écoutez. Et quand vous l'écoutez, soyez lucide. Laissez d'abord vos douleurs tranquilles, même si c'est un cancer. Hein? Essayez de voir jusqu'à quel niveau vous pouvez faire face à tout ce qu'il vous raconte, si jamais son discours est cohérent. Bon, si ce n'est pas cohérent, vous avez payé la consultation, considérez que vous n'avez rien risqué puisque votre cœur vous a conduit vers la personne. Vous pouvez vous débrouiller à aller encore ailleurs, ainsi de suite. Vous pouvez tomber donc comme ça sur une personne sérieuse. C'est tout. Alors, on va prendre les messages des téléspectateurs. C'est le SOS téléspectateur. Le premier message, bonsoir à vous. Y a-t-il un côté obscur dans la médecine traditionnelle? Alors, la journée est faite de la lumière et des ténèbres. Donc, c'est normal que la médecine traditionnelle soit comme une journée qui regarde les deux côtés, le côté du jour et le côté de la nuit. Ce qui est totalement normal. Hein. On ne peut pas que soigner quelqu'un en ne voyant que les tissus. Hein, en ne voyant que les organes. On doit voir aussi l'essence de vie qui existe dans ces tissus, dans ces organes-là. Donc ça veut dire que la médecine traditionnelle n'a pas de faiblesse? La médecine, parce que je dis souvent aux gens, alors la voyance c'est quelque chose de vrai, mais le voyant n'est pas souvent quelqu'un de sérieux. N'est pas toujours quelqu'un de sérieux, je veux dire. Alors, la médecine traditionnelle, elle est vraie, elle est universelle, elle a toutes les qualités, très peu de défauts, très peu de défauts. Mais le pratiquant de la médecine traditionnelle peut bien être celui-là même qui ne maîtrise rien. C'est là où le danger arrive. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que la médecine traditionnelle peut guérir ou alors soigner une personne âgée souffrant d'une démence? Alors la démence, ça peut provenir des médicaments. Alors si la démence provient des médicaments, il faut une cure de détox approfondie et qui peut même aller au-delà de simples décoctions à consommer, hein, des infusions et tout, jusqu'au jeûne, c'est-à-dire des diètes, voilà, jusqu'aux diètes. Parce que le jeûne, ça peut être très fort pour la personne âgée. Bonsoir à vous. Quel est le devenir de la médecine traditionnelle? C'est trop compliqué. Nous pensons que les États africains ont pris acte. Parce que l'Afrique n'ayant pas eu la chance d'avoir des gouvernements qui devraient gérer l'indépendance de leur pays, ça, les Africains n'ayant pas eu la chance d'avoir des gouvernements mis en place par eux-mêmes les Africains qui devraient gérer l'indépendance de leur pays. L'école a été inféodée, hein, et le système religieux, dont la croyance en Dieu a changé.
Et tout cela a changé la mentalité des Africains. Aujourd'hui, nous ne sommes que de la copie-collée d'un autre monde, hein, dont les hybrides. Il est donc question que nous prenions conscience que cette situation-là nous interpelle à plus de responsabilités. Ces plus de responsabilités-là nous concernent d'abord nous-mêmes personnellement. Parce que lorsqu'on boit nos bières, lorsque nous prenons les sucreries que nous appelons les jus, lorsque nous mangeons des produits industrialisés, lorsque nous devons nous poser la question, où est la part de l'Afrique? Quel est le continent au monde qui se nourrit des autres choses, des choses venant d'ailleurs comme l'Afrique? Il n'en existe pas. Ailleurs on fait le tri, chez nous on ne trie rien. Et c'est même le dépotoir, une poubelle. Bonsoir, le panel. Quand vous prenez un remède traditionnel, de qui dépend le résultat? Des ancêtres ou du tradipraticien? Des deux. Le remède traditionnel comprend par rapport à son environnement habituel, c'est-à-dire si ton père avait mis en place une méthode de soins, c'est parti d'où ton grand-père, c'est parti de ton grand-père vers ton père, de ton père à toi. Là, c'est les ancêtres, d'abord, qui sont dans la lignée généalogique. Maintenant, l'ancêtre qui est au-dessus de tous les ancêtres, c'est ce que les religieux appellent Dieu. Alors, dans le remède traditionnel dépend de Dieu, l'ancêtre des ancêtres. Voilà. Rappelons à nos téléspectateurs que nous ne pouvons pas prendre les appels à l'antenne. Les appels se feront en semaine ou encore juste après l'émission. Alors, on a un message qui n'a rien à voir avec le thème. Bonsoir, comment connaître encore des appels? Bonsoir, comment connaître que son étoile est attaquée et comment la protéger avec la médecine traditionnelle? Il faut faire la voyance, qui est le plus grand scanner au monde. Un autre message. Bonsoir, je suis le docteur Lipote Victor, chercheur scientifique, l'inventeur de Virulex Bio. Nous devons savoir que le système occidental ne fait pas la différence entre la médecine et la santé. Le patrimoine africain doit être valorisé à sa juste valeur. Le professeur dit beaucoup de très bonnes choses et bon voilà. Merci beaucoup. Une contribution qui doit faire sourire. Alors, un autre message. Encore des appels. Nous ne pouvons pas prendre les appels en direct. C'est juste les messages, les appels. Vous pourrez les faire soit dès demain ou alors juste après la fin de l'émission. Parce qu'avec les appels, on n'arrive pas à lire les messages. Existe-t-il vraiment de scanners traditionnels? Permettent-elles de vérifier l'énergie vitale ou autre chose? C'est Léon qui nous écrit depuis Yaoundé. Oui. Oui. Le scanner traditionnel commence même déjà par la voyance. Parce que la voyance peut vous dire que la maladie que vous avez, il faut aller même à l'hôpital hein, pour vous soigner. Parce que, en fait, l'hôpital a un côté qu'il faut reconnaître. On appelle ça, pas le côté de la sensation, on appelle ça l'urgence. L'urgence. Bon, sauf que s'il n'y avait pas de généralistes, s'il n'y avait pas de spécialistes, il n'y aurait pas de chirurgiens pour les cas de maladie, il y aurait des chirurgiens pour les cas d'accident. Bon, donc, c'est comme, et ils allument le feu, et les chirurgiens viennent en sapeur-pompier. Alors, c'est là le problème. Mais, lorsque tu es donc devant un voyant sérieux, il peut te dire ta maladie, il faut aller à l'hôpital. Souvent, c'est une manière de dire que s'il faut mourir, va mourir là-bas. Tu as trop laissé traîner ton mal. Et deux fois, c'est aussi une autre manière de dire que il peut arriver que vous ayez une réponse qui vous ramène en vie, afin que maintenant on puisse faire des cures de détox, hein, permettant maintenant à ce que tes cellules se retrouvent à l'aise. Voilà. S'il vous plaît, que faire avec un enfant garçon d'1 an et 7 mois qui ne rampe pas et ne marche pas?
il faut voir s'il n'a pas été vacciné, il faut voir quel genre de médicaments on lui a donné, lire les notices de ces médicaments, voir si des effets indésirables de ce médicament ne sont pas en train d'être la réponse de ces pathologies à l'heure actuelle. Parce que moi, je fais cette gymnastique depuis un bon bout de temps. Je constate qu'il y a certains enfants qui ont été abîmés par le médicament. Parce que le médicament ne devrait pas être donné à tout le monde de la même manière. On devrait étudier au cas par cas le médicament qui correspond à chaque cas. Mais malheureusement, quand c'est un sirop pour bébé, c'est pour tout le monde, le même sirop. Bon, quand c'est des comprimés pour des grandes personnes, c'est tout le monde. Alors si on dit que peut-être le sirop, il faut un sirop paracétamol 4,2, c'est 4,2 pour les enfants de cet âge-là, tout le monde pareil. Bon, alors il y a d'autres enfants que leur système immunitaire n'admet pas ça. Et les effets indésirables qui sont des effets qu'on vante qu'ils ne sont là que lorsqu'on prend le produit, deviennent plutôt des effets stagnants qui ne quittent plus le corps et l'enfant rentre dans une nouvelle dimension pathologique qui devient compliquée à traiter. Professeur, vous aviez parlé tout à l'heure d'urgence, c'est-à-dire que dans la médecine traditionnelle, on n'aurait pas le côté urgence comme dans... Alors, ceux qui faisaient dans les urgences, ils sont tous morts. Ou bien alors, sont tous loin de nous. Dans les villes, là, c'est très difficile de trouver quelqu'un qui fait dans les urgences, parce que les urgences demandent un certain environnement, d'abord déjà. Bon, et puis il y a le genre d'urgence. On peut avoir les urgences pour les traumatismes et les fractures. Ça, il y a des gens à Douala qui travaillent mieux que l'hôpital en ce qui concerne les fractures. Ces genres d'urgences, ils sont spécialisés parce que là où on veut couper le pied et remettre le pied là en place et la personne se met à marcher normalement bien du temps après. Bon, donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'urgence du tout en médecine traditionnelle. Mais, quelle urgence peut-on faire avec quelqu'un qui a un côlon et qui a été pourri par les médicaments et qui a fait un cancer, de façon à ce que, au niveau du rectum, tout est bouché, la personne ne fait plus l'essai. Et que le taux de dégradation du dysfonctionnement de l'énergie vitale chez la personne a atteint le pic, c'est-à-dire le 3e degré de dégradation. Pour que les cellules qui sont encore, c'est-à-dire les cellules qui sont encore de nature à l'aider, ne sont plus nombreuses, la personne s'est affaiblie. Nous rentrons dans la phase de ce bébé-là qui se lève à peine. Donc son système immunitaire n'est plus à même de lutter. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de voir qu'est-ce qu'on doit faire. Parce qu'on ne jette pas un poussin qui bouge encore, je le disais tout à l'heure. Un miracle peut sortir par là, bien qu'il n'existe pas de miracle en matière de thérapie. Lorsque on sait ce qu'on fait, on est sûr de ce qu'on fait, on le fait bien. Alors, donc, c'est compliqué. Bonsoir professeur, est-ce que la médecine traditionnelle peut-elle renouveler l'identité africaine? Oui. Si tout le monde se met en médecine traditionnelle, maintenant on va économiser beaucoup d'argent. D'abord. Sauf qu'on aura une guerre bactériologique, parce que quand on ne se soigne pas trop, on ouvre les vannes de choléra dans les aéroports. Tout ce qui était à l'aéroport retourne au quartier avec des maladies pour venir les contaminer. Et les gars qui ont fait ces sales boulots viennent maintenant vacciner, viennent donner les médicaments et tout. Bon, et l'État perd de l'argent. Bon, donc il faut y aller doucement, hein, parce que nous sommes les pays du tiers-monde n'existent pas en tant que pays libre. Voilà. Alors, on a
Malheureusement, on a beaucoup de messages. On voudrait savoir si on peut soigner le chlamydia, si on peut soigner le myome. Mais il y a un téléspectateur qui voudrait savoir quel pourrait être l'impact du lait artificiel sur le bébé. Alors, l'impact, on a expliqué. Hein. D'abord, c'est un lait qui part de la vache qui fait 25 kilos de bébé à la naissance de ce bébé-là. Alors que le bébé de l'homme, c'est moins de 6 kilos. Voilà. Donc, on a un problème des particules qui rentrent de connivence avec les molécules du corps et certaines cellules ne sont pas de nature à les capter. Ce qui fait un rejet. Et ça va créer des pathologies plus tard. Voilà. Donc, professeur, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Un dernier mot avant de la conclure. Bon, alors, nous excusons. Hein, nous avons une émission qui parlait du monde inconnu. Mais dans le monde inconnu, nous parlons science. Parce que la métaphysique, c'est la science qui dépasse toutes les sciences. Bon, là, je dis comme un vendeur de beignets qui dit que mes beignets dépassent tous les beignets. Mais la métaphysique ne m'appartient pas non plus. La métaphysique appartient à tout le monde. Et nous avons dit qu'il y a une science globale. Et les autres sciences qui sont universitaires et autres, c'est le miettement de la science. Alors, il faut que les gens suivent bien mon regard. Je ne parle pas pour critiquer la société. Je relate les faits. J'essaie d'amener les gens à ce qu'une certaine manière de vivre éthique puisse être possible. Et on ne pourra jamais balayer la cour des gens sans balayer la sienne. Balayer la sienne. Mais malheureusement, si tu balayes ta cour sans que les voisins ne sachent que balayer même le cour existe. Donc ce serait inutile de balayer ta cour. Donc je commence donc à amener les gens à balayer leur cour. Et là ils vont voir, moi aussi je vais balayer ma cour. Et si bien que je vais vivre 150 ans, si tous les Camerounais, tous les Africains se mettent dans la métaphysique en disant qu'entre Dieu et nous, il n'y a pas d'intermédiaire. Et si on se décide que comme entre Dieu et nous, il n'y a pas d'intermédiaire, nous ne dépendons plus des autres. Résultat, moi-même, je serai aussi gagnant. Voilà. Nous avons été ravis de vous savoir nombreux à travers les messages. Merci de nous avoir accordé votre attention. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain pour d'autres thèmes avec beaucoup plus de questions. D'ici là, portez-vous bien et à mardi.